de ma part, j'ai à traiter une question. Les oreillons, au départ, quand on m'a demandé de traiter cette question, je me dis, c'est une pathologie bénigne, on connaît tous cette maladie, ça pose pas de problème. Mais au fait, quand j'ai commencé à voir un petit peu la littérature, que je vais partager avec vous, on ne sait pas grand-chose. On a l'impression de tout savoir, mais finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors, nous avons tous vécu le premier trimestre de cette année une épidémie qui est épidémique des oreillons. Et tout à l'heure, quand je parlais avec mes collègues, on m'a dit quand je rentrais dans la salle d'attente, j'étais impressionnée par les enfants qui avaient le cou gonflé d'un côté. Je lui ai dit qu'il fallait prendre des photos parce que, à vrai dire, quand je voulais faire ma présentation, j'ai pas trouvé de photos prises de chez nous. Alors, la question quel danger, on peut dire deux questions. Est-ce que c'est une pathologie dangereuse et quels sont les dangers qu'elle peut présenter? Alors, pour répondre à la première question, j'ai choisi ici une fiche d'information et de sensibilisation publiée sur le site de CDC américain. Il y a les pédiatres américains ainsi que les physiciens ou les médecins de famille qui recommandent aux parents de faire vacciner les enfants par les 2 doses recommandées du vaccin. La même chose, ils ont l'Aurore. Alors, ils disent que c'est une maladie, c'est pas une simple paroxydite, mais ça peut être très dangereux. Alors, pourquoi ça peut être dangereux? On va voir dans cette présentation. Un des problèmes aussi que posait cette maladie avant l'introduction de la vaccination, c'est que l'incidence était très élevée dans plusieurs pays. Alors, comme vous voyez ici, ça variait entre 40 jusqu'à 727 par 100 000 habitants. Et après l'introduction de la vaccination, vous voyez l'incidence a nettement diminué. Alors, si je prends l'exemple des États-Unis, pourquoi les États-Unis? Parce qu'ils font beaucoup de notifications, il y a un système de surveillance qui est très bien fait. Alors, aux États-Unis, en 1966, il y avait un enregistrement de 220 000 cas. C'était vraiment très élevé. Après l'introduction de la vaccination, la première dose a été introduite en 1971. Et on note une diminution, mais la diminution n'est pas vraiment très satisfaisante. Il fallait introduire une deuxième dose, je crois, en 1980. Et c'est à ce moment-là, on a constaté une diminution significative de l'incidence. Toutefois, ils ont enregistré des pics épidémiques en 2006-2007, puis en 2009-2010, en 2014 et même en 2021. Et c'était pas uniquement le cas des États-Unis, ça a été enregistré dans plusieurs pays en Europe. Alors, certainement, l'incidence est faible puisque ce sont des pays où ils ont introduit le vaccin dans le programme national d'immunisation, mais quand même, le virus circule et circule toujours. Et ça a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que les populations touchées, c'était la population des enfants non vaccinés, les moins de 1 an, et ceux qui n'ont pas reçu de vaccin durant l'enfance, c'est-à-dire âgés de 30 ans et plus. Et même les enfants vaccinés ont été touchés, même avec 2 doses de vaccin, mais c'était beaucoup plus les adolescents et les adultes jeunes. Et ça permet de se poser des questions, d'émettre des hypothèses. Est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes d'immunité? Et si vous voulez, on peut en discuter à la fin de cette présentation. Alors, qu'est-ce qui se passe au Maroc? C'est vrai que le vaccin existe, mais n'est pas inclus dans le programme national d'immunisation. Et tant qu'il n'est pas inclus dans le programme d'immunisation, on peut se considérer comme une population non vaccinée. Alors, pour avoir une idée,
sur les caractéristiques des enfants que nous avons vus et admis au service d'accueil des urgences pédiatriques. J'ai essayé de faire une étude descriptive sur cette période de 3 mois, sur la population d'enfants admis aux urgences, et nous, on voit essentiellement les enfants entre 1 mois et 15 ans. Alors, vu l'épidémie, c'était pas obligatoire de confirmer par des prélèvements, et nous avons retenu comme orientant les critères cliniques et un enfant qui était en contact avec un enfant qui a des orients, qui a présenté un tableau clinique ou des complications orliennes. Alors, je partage avec vous les résultats, les premiers résultats. Alors, sur une population cible de 12 745 enfants, nous avons enregistré 297 cas d'oreillons, ce qui représente 2,3%. C'est vrai que ça représente pas toute la population pédiatrique, mais ça donne quand même une idée. Alors, la médiane d'âge était de 6 ans et demi. Ça veut dire que 50% de nos enfants étaient âgés entre 1 an et 6 ans et demi. Et on a noté une prédominance essentiellement chez les garçons. Les cas les plus enregistrés, c'était essentiellement entre février et mars. Et je crois que vous l'avez aussi noté dans vos pratiques. C'est entre 33% et 40% que nous avons enregistré durant ces mois. C'est vrai qu'on continue à avoir d'autres cas, mais c'est très peu par rapport à cette période. Alors, les manifestations cliniques les plus rapportées, c'est la parotidite dans 90% des cas, suivi des infections système nerveux central, que ça soit méningite ou encéphalite, dans 11% des cas. On a noté quand même des cas de parotidite et de pancréatite chez 8 enfants, ce qui représente 2,8% des cas. Alors, pour pouvoir contrôler cette maladie, il faut la connaître. Est-ce qu'on connaît grand-chose sur cette pathologie? Alors, ce qui est connu, c'est que c'est une infection virale. Le virus, c'est un virus ARN de la famille des paramyxovirus, comme les virus de la grippe. La transmission se fait de la même manière que la grippe, soit par voie respiratoire inhalée, soit de manière indirecte après contact d'un objet ou d'une surface souillée. L'incubation est très variable, c'est entre 12 et 25 jours. Et ça pose problème diagnostique. La parotidite est la principale manifestation clinique, mais ça peut manquer. On a l'habitude de dire que c'est une évolution spontanément favorable, souvent, en grande partie. Mais quand même, il y a la mortalité, il y a risque de complications, il y a risque de séquelles. La pathogénie, on ne connaît pas non plus grand-chose. Pourquoi? Le taux de fatalité est très faible et de ce fait, il y a trop peu d'autopsies faites. Ce qui fait, ce qu'on sait, c'est à travers les manifestations cliniques, on a déduit que le virus rentre par voie respiratoire, il passe dans les ganglions lymphatiques et à travers les ganglions lymphatiques, il y aura un passage systémique dans le sang. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir atteinte de plusieurs organes. Alors, les plus rapportés, c'est essentiellement parotidite, méningite, encéphalite, pancréatite et orchite. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres organes qui peuvent être touchés. Et c'est ça qui fait la difficulté diagnostique devant cette maladie. Alors, la particularité aussi de cette pathologie, c'est que on peut avoir des personnes contaminées ou infectées, mais ils vont rester asymptomatiques sur, on va dire, un pourcentage de 30 à 40% des cas. Alors, asymptomatiques, mais ils peuvent contaminer, ils peuvent transmettre le virus. Alors là, ce qu'on sait, c'est que, et que c'est vrai, c'est 95% des cas, ils vont présenter une parotidite. Alors la parotidite
typique orléenne. C'est une parotidite souvent bilatérale. Le début, c'est entre 2 à 3 semaines après la contamination. Alors, et la durée, ça peut être 2 à 3 jours habituellement, mais ça peut dépasser 1 semaine, voire plus. Actuellement, au service, nous avons un cas d'une fille qui a une parotidite qui évolue depuis à peu près 1 mois, et on l'a reçue pour des complications hématologiques. En période d'épidémie, le diagnostic ne pose pas problème. Mais quand on n'a pas l'épidémie, la parotidite peut être secondaire, peut être causée par d'autres virus. Et c'est là aussi où il y a problème de diagnostic. Les autres manifestations, c'est les méningites. Et vous voyez, selon les études, c'est entre 1 à 10%. L'encéphalite, c'est moins fréquent, mais c'est l'encéphalite qui va entraîner beaucoup plus de complications avec un risque de mortalité. Je ne vais pas parler beaucoup de l'orchite épidémite, parce que ça se manifeste essentiellement chez les adolescents et les adultes jeunes. Alors, c'est les adolescents, malheureusement, on ne les voit pas beaucoup en pédiatrie, ils vont consulter beaucoup plus les médecins d'adultes. Alors, quand j'ai cherché dans la littérature pour voir les caractéristiques des méningites ou méningoencéphalites d'origine orléenne en pédiatrie, malheureusement, il n'y a pas assez d'écrits dans les pays où il n'y a pas la vaccination, où n'est pas encore introduite dans leur programme national d'immunisation. Ce que j'ai trouvé, c'est une étude faite en Turquie. Alors, ils ont inclus 2422 enfants sur une période de 11 ans. Ils ont essayé de voir les caractéristiques cliniques et démographiques des enfants infectés qui ont une localisation méningite ou encéphalite orléenne. Alors, comme vous voyez, la méningoencéphalite représentée, il y a un écho. Alors, la méningoencéphalite, c'était représenté 135 cas sur les 24 222, ce qui représente à peu près 5,6%. Et les signes les plus rapportés, c'était la fièvre, comme vous voyez, il est à 97%, associé à des céphalées et des vomissements. Alors, leur conclusion, c'était que si un enfant qui a une parotidite et qui présente la fièvre, une fièvre importante, et que ça prolonge, et quand c'est associé beaucoup plus à des vomissements céphalés, il faut faire très attention. C'est une infection orléenne compliquée et il faut chercher la méningite. Alors, une autre étude, c'est là faite dans un pays où la vaccination a été introduite. Alors, ils ont inclus 119 cas. Ils ont comparé un groupe méningite et un groupe non méningite, et avec l'impact, pour voir aussi l'impact de la vaccination. Alors, vous voyez que dans les deux groupes, la différence n'était pas significative concernant présence ou non de vaccination, mais elle était significative essentiellement en matière d'âge. Et on voit que dans les groupes méningites, l'âge était beaucoup plus les adolescents, les adultes jeunes, parce que le vaccin était déjà introduit. Et la fièvre était vraiment, il y avait une différence significative entre les deux groupes en matière de fièvre. Alors, encore une fois, un enfant qui a une parotidite et qui a de la fièvre, il faut faire très attention. C'est très probablement, il va se compliquer d'une méningite. Il faut le surveiller de très, très près. Alors, pour la complication habituelle, j'ai trouvé dans la littérature, et c'était essentiellement des case reports. Il n'y a pas d'études. C'est l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie post-encéphalite orléenne. Alors, il y a que quelques cas. Vous voyez ici, c'est 13 cas. La majorité, c'est des garçons. L'âge, vraiment, la tranche d'âge est très variable. Est très large. C'est entre 2 ans jusqu'à 55 ans, avec une médiane, je crois, de 3 ans.
Alors, quel est le mécanisme? Pourquoi ils font des hydrocéphalies? Et ça a poussé certains chercheurs à faire même des expériences pour comprendre le mécanisme physiopathologique. Alors, le virus a un tropisme neurologique. Au niveau cérébral, il va directement dans les cellules épandymères. Alors, au niveau épandymère, vous savez, il y a la résorption du LCR. Quand il y a une destruction des cellules épandymères, il va y avoir une diminution de l'absorption et c'est ça qui va entraîner une augmentation du liquide céphalorachidien, entraîner l'hydrocéphalie. Une deuxième hypothèse aussi, c'est concernant les sténoses qui ont été trouvées dans certains cas d'hydrocéphalie au niveau de l'aqueduc de Selvis. Alors, ces sténoses est expliquée très probablement par le fait qu'il y a une destruction cellulaire épandymère qui va entraîner une obstruction au niveau de l'aqueduc de Selvis, il va entraîner cette hydrocéphalie. Mais ça reste toujours des études expérimentales et des hypothèses. Pour la surdité, j'étais impressionnée que dans la majorité des slogans qui publicitaires pour imposer, pour sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants, ils ont marqué que la surdité, la majorité des oreillons était considérée comme la première cause de surdité acquise chez l'enfant. Alors quelque chose qu'on personnellement je ne savais pas. Et ça survient quand même dans 4% des cas. Et le mécanisme impliqué, c'est des lésions dégénératives intéressant des zones et d'organes qui interviennent dans la perception du son et dans la transmission du son vers le cortex cérébral. Alors, en général, la surdité typique est unilatérale et transitoire, mais il y a des cas rapportés de surdité permanente. La pancréatite, vous savez tous, c'est le diagnostic est facile quand il y a une douleur épigastrique très importante avec une hypasémie supérieure à 3 fois la normale. Mais ce qui pose problème, est-ce qu'il y a un risque d'évolution vers le diabète? Alors encore une fois, les articles, c'est ancien, il n'y a pas d'article récent. La méta-analyse que j'ai trouvée ici, ils ont inclus à peu près 18 études, mais vous voyez, les résultats sont controversés et on va pas de preuves scientifiques sur la présence d'une association significative entre la maladie orlienne, la pancréatite orlienne et la méningite et le diabète. Alors, pour les autres complications, à part l'orchite qui est fréquente avec l'âge, on commence à voir chez l'adolescent et l'adulte jeune, l'orchite, il y a de l'inflammation, il y a de nécrose, il y a de l'hémorragie, ça entraîne une diminution de testostérone, je vais y arriver. Il y a une hypofertilité, mais rarement une stérilité. Je me rappelle quand j'étais résidente, parmi les choses que je demandais aux parents, c'est de surveiller les testicules, voir est-ce que ça fait mal, est-ce qu'il y a une augmentation de volume, en leur disant attention, si jamais il y a atteinte, ça peut avoir une stérilité. Comme ça pour les pousser. Mais bon, en voyant les études, la stérilité est possible, mais vraiment exceptionnelle, mais on peut avoir une hypofertilité. Chez la fille, il y a aussi l'atteinte des ovaires. Dans les autres manifestations d'atteinte du système nerveux central, il y a l'ataxie, le syndrome de Guillain-Barré polyradiculonévrite, l'arthropathie, rétinite, l'atteinte rénale, les myocardites, on peut avoir une myocardite fulminante, l'anémie hémolytique auto-immune et thrombocytopénie. Et actuellement au service, nous avons 2 cas d'Orient avec PTI. Et vraiment, c'est en lisant, en faisant cette recherche biologique que je commençais à penser, à chercher aussi le virus Orion comme cause de thrombocytopénie. Sans oublier aussi l'hépatite. Alors, en conclusion, et pour laisser un peu de temps à la discussion, finalement,
pour répondre à la question est-ce qu'il y a un danger? Oui, il y a un danger. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, toute la population est exposée. Et ce qui est grave, c'est que dans 20%, la population ou la personne est asymptomatique, mais il va transmettre le virus quand même sur une période de, combien ici, de 9 à 16 jours. 16 jours. Alors, dans 80%, ça peut présenter des symptômes, mais c'est des symptômes vraiment légers, comme un syndrome grippal. On ne va pas y penser tant qu'il n'y a pas l'augmentation, tant qu'il n'y a pas la paroxydite. Et ces personnes, elles sont très contagieuses. Ils sont contagieux avant l'apparition des symptômes et 9 jours après. D'où l'intérêt vraiment d'introduire le vaccin dans notre programme si on veut éviter les complications. Alors les complications, c'est en augmentant dans l'âge, on va avoir beaucoup plus de complications, beaucoup plus des signes de gravité. À tout âge, on peut avoir la paroxydite. À tout âge, on peut avoir méningite, encéphalite. Là, l'orchide, c'est essentiellement l'adolescent et l'adulte jeune. Mais les complications hydrocéphaliques et autres, c'est essentiellement l'adulte. Et je vous remercie.